Alors que c'est la société Palantir à propos de nous? Je pense qu'ils savent probablement à peu près tout. Donc Palantir, c'est une société américaine que vous connaissez peut-être, euh, dont l'action d'ailleurs est en train de monter très fort, forcément. Et à la base, le mot Palantir, ça vient de Lord of the Rings, hein. C'est ce qu'on appelle une pierre de vision. Ok. Bon. Ça permet de voir ce qui va se passer, un peu de prédire le futur, voir aussi des événements du passé. Bon. D'ailleurs, l'histoire ne dit pas vraiment si la pierre elle a une sorte de contrôle, c'est-à-dire qu'elle peut choisir à qui et ce qu'elle montre. Je pense que dans l'histoire, je ne suis pas expert de ça, mais il me semble que voilà. Et donc en fait, un palantir, une pierre de vision. Et, c'est le nom qu'a choisi une société américaine, pour créer un outil, on va dire, un outil de prise de décision. Donc, une société américaine de prise de décision, Palantir, voilà. Je ne sais pas si je prononce correctement, mais peu importe. Vous m'excuserez, mon français, pardon my French. Et donc, Palantir, ça a été créé par deux gars principalement, en plus des actionnaires. Mais ces deux gars, les deux fondateurs principaux sont Peter Thiel et Alex Karp. Donc Peter Thiel, c'est le fameux cofondateur de PayPal et de toutes les autres compagnies qui ont été générées derrière. Donc ce qu'on appelle un peu le parrain de la PayPal Mafia. Et également de Alex Karp, qui lui est un gars qui a eu des hauts diplômes en philosophie. Voilà. Et donc en fait, ces gars-là, ils se connaissaient de Stanford, là, toujours. Hein, les mêmes, un peu, on va dire. Et en fait, ça date du 11 septembre. Donc après le 11 septembre, les États-Unis sont forcément dans une très grosse crise. Le terrorisme, ça les inquiète et on peut bien les comprendre. Et donc ces deux gars-là, ils ont travaillé, principalement Peter Thiel chez PayPal. Il a travaillé sur un logiciel qui s'appelle Igor. Et ce logiciel permettait de détecter les opérations frauduleuses sur la plateforme PayPal. Et en fait, ils ont eu l'idée de prendre leur petit logiciel et puis d'aller voir carrément la CIA. Et en fait, du coup, leur logiciel, ils l'ont un petit peu adapté. Et ça les a permis de créer ce qu'on appelle un outil de lutte contre le terrorisme, en fait. Donc voilà, très clairement, c'est ça qu'ils ont essayé de... Les tentatives frauduleuses sont transformées en actions frauduleuses, on va dire. Et donc voilà, en fait, ils sont venus avec un logiciel qui était sûrement très très performant. La CIA a dit, ok les gars, on va vous mettre en contact avec des analystes de chez nous et vous allez nous pondre quelque chose de très intéressant pour lutter contre le terrorisme. Donc c'est comme ça que cette boîte Palantir est née, a été créée. Et puis, ils ont évolué, forcément. C'est le but de toute société. Et ils se sont spécialisés dans la collecte de données, justement pour prendre ces décisions et pour détecter aussi le potentiel terroriste, on va dire. Et leur logiciel est devenu tellement performant qu'ils arrivaient à aspirer un peu les données de tout un type de base de données et autres. Ce qui fait que c'est devenu un logiciel très très puissant. Et ils ont eu des contrats avec toutes les agences fédérales américaines, donc FBI, CIA, NSA, ce que vous voulez, peu importe. Et avec ces gros contrats, ils ont pu encore améliorer leur outil. Donc qu'est-ce qu'ils font concrètement, Qu'est-ce que ça veut dire de faire de la prise de décision
Donc au début, c'était voilà, pour identifier les comportements un peu suspects des gens. Donc pour ça, ils avaient besoin de se connecter à plein de sources de données, ce que toutes ces agences fédérales leur ont laissé faire, du moins aux US. Et puis, petit à petit, ils sont allés sur le terrain, on va dire, des logiciels de guerre. Je ne sais pas si c'est le terme exact, je ne suis pas du tout spécialiste, mais des logiciels de prise à décision dans un environnement de guerre. Donc j'imagine qu'ils ont pu s'exercer un peu en Irak, en Afghanistan. Et donc ce sont des outils qui vont collecter tout un tas de données sur un champ de bataille et aussi pouvoir décider des meilleures cibles à attaquer. Et donc ça, c'est devenu vraiment, je dirais, le cœur de leur activité. Donc si vous allez sur leur site, je pense que vous allez pouvoir voir qu'ils ont plusieurs types d'activités, plusieurs logiciels. Le premier, c'est le logiciel Gotham, donc c'est vraiment cet outil de collecte de données et de prise de décision en environnement militaire. Voilà, leur cœur d'activité. Ensuite, ils ont Foundry, qui est plutôt à destination des entreprises. Donc là, c'est connecter notre logiciel à toutes vos données d'entreprise et on arrivera à vous faire les meilleures prises de décision possibles sur certains marchés, peu importe. Ils ont Apollo aussi, qui est quelque chose qui doit être pour centraliser un peu tous ces éléments. Et le dernier, forcément, c'est AIP, AI Platform. Mais apparemment, ils sont aussi très très doués dans le domaine. Et donc, principalement, ils sont allés sur les outils de prise de décision en environnement de guerre. Ils ont aussi un peu de matériel, c'est-à-dire qu'ils ont une espèce de console, de kit, une espèce de mallette qu'on a avec le logiciel intégré, qu'on met dans un environnement sur un champ de bataille et qui permet de prendre des décisions, de choisir les meilleures cibles, etc. Donc une société assez intéressante, on va dire, avec un nom un peu célèbre, surtout pour les fans de fantasy. Et ce logiciel, apparemment, il est tellement puissant que c'est un peu le seul du marché, ou du moins le seul qui vaille vraiment la peine d'être utilisé, si je comprends bien. Et comment dire, il a été utilisé à plusieurs reprises. Et je pense que ce qui l'a fait émerger, c'est que c'est un logiciel qui a été utilisé et qui a détecté où était Ben Laden. Donc avec Obama, ils ont utilisé ce logiciel avec toute la collecte de données et puis les décisions qu'ils ont réussi à prendre grâce à ça. Et ils ont pu identifier et je pense que le logiciel a même mis en place, j'imagine, le plan tactique ou quelque chose comme ça. Mais voilà, un fait de guerre assez marquant. Et puis de nos jours, c'est utilisé par exemple pour la guerre en Ukraine. Donc Alex Karp, qui est un personnage un petit peu atypique, vraiment original, mais il faut des CEO un peu fous pour qu'on parle d'eux. Il dit des phrases du genre moi je suis pas pour gagnant, perdant, moi je pense que je suis plutôt pour la domination. Voilà. Il sort ce genre de phrases. Il dit aussi que certains de ces logiciels sont utilisés pour tuer des gens, ce qui est totalement vrai. Donc, moi, elle mérite de ne pas mentir. Et donc, pour la guerre en Ukraine, il a rencontré au tout début du conflit Vladimir Zelensky. Et c'est ça ce sont ces logiciels qui ont été utilisés notamment pour piloter les drones, les fameux drones dont on entend beaucoup parler. Ces drones qui étaient sur le champ de bataille en Ukraine contre les Russes. Et beaucoup plus récemment aussi, leur outil a été utilisé
par les armées israéliennes pour cibler des personnes à Gaza. Et donc c'est ça qui est assez grave en fait quand même, c'est que maintenant on a un logiciel, même peut-être une IA on va dire, du moins qui va collecter les infos par lui-même, qui va prendre la décision, qui va cibler des gens en disant que ce sont les meilleures cibles potentiellement, voilà, par rapport à toutes les études, tout ce que j'ai collecté comme info, ce sont les meilleures cibles. Et puis qui va appuyer sur le bouton quoi. Alors de ce que j'ai compris, soi-disant, il y a une personne derrière qui a un quart de seconde pour appuyer ou valider ou pas. Le GI américain aux commandes, même si il a fait Harvard, à mon avis, il appuie, peu importe. Si le super logiciel à 50 millions de dollars a dit ça, il faut y aller. Ouais, donc ce que j'ai pas dit aussi, c'est que voilà, c'est une société qui a pignon sur rue, donc vous pouvez travailler avec Palantir si vous voulez. Le ticket d'entrée, il est à 2 millions. Donc le moindre petit projet ou peut-être devis, je ne sais pas, il est à 2 millions. Donc voilà, ça montre un peu l'échelle. Ce qui pose d'ailleurs, je crois, des soucis pour la capitalisation boursière parce que en termes d'expansion, c'est pas forcément très simple pour eux. Ils sont quand même limités au gouvernement ou aux très très grosses sociétés. Bon, de ce que j'ai compris, encore une fois, je crois qu'aujourd'hui, ils ont une estimation à peu près 200 milliards. Donc ça va, on va pas les plaindre. Et donc voilà, Palantir, une société qui fait des choses assez intéressantes. Alors, ils nous surveillent. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour les surveiller? Je ne sais pas. Le gros risque avec cette société qui a vraiment un outil ultra performant pour aspirer des données, mais c'est des numéros de compte, des fichiers médicaux, ADN, des permis de conduire, voilà, tout ce que vous pouvez penser comme données, c'est ça qu'ils collectent, justement au nom du terrorisme. Et on ne sait même pas si, avec les accords, vous savez, de Cloud Act ou Patriot Act des Américains, qui leur permet en cas de menace terroriste d'accéder à certaines données des gros data centers américains comme Microsoft, Amazon ou Google. Là où nous, Européens, on a mis toutes nos données. Du coup, potentiellement, on se dit que si c'est pour lutter contre le terrorisme, après tout, ils ont qu'à prendre toutes les données. Il paraît que c'est Sarkozy qui leur a ouvert nos portes pour leur dire c'est bon, maintenant, venez tout prendre, on vend tout. En tout cas, voilà, c'est assez intriguant. Et alors, là où je voulais en venir aussi, c'est que j'ai écrit un article il y a à peu près une semaine ou deux sur un autre espace que celui-ci. Donc pour la note, là sur Substack, vous avez la chance d'avoir une petite vidéo et sur les autres plateformes, c'est un podcast, tout ce qu'il y a de plus normal avec de l'audio. Et donc dans cet autre article, je disais que j'expliquais comment je cherchais à limiter mon temps d'exposition aux écrans, principalement pour des raisons personnelles, mais je m'amusais à aller un peu plus loin puisque l'article s'appelait Hors Matrice. Et en fait, c'était un petit peu en sorte en rapport à Matrix, puisque je ne vais pas vous refaire l'article, mais en gros, dans Matrix, ce sont des machines qui nous commandent intégralement. Là, je me demandais s'il n'y avait pas des personnes qui cherchaient un peu, on va dire, à nous hypnotiser avec des médias, avec des réseaux sociaux complètement stupides, où on passait 4 heures par jour à doom scroller en fin de journée. Et donc ça, c'est dans le but de nous contrôler via des médias, via de la propagande, on va dire. Là, avec Palantir, c'est un peu différent. C'est plus... c'est pas du contrôle, c'est plus vraiment de nous observer, de nous traquer, de savoir exactement quels sont tous nos faits et gestes.
Et je pense clairement que de toute façon, c'est un peu des deux, que c'est vraiment avec ces deux faces, on va dire, de la médaille, que on arrivera à une société où les gens suivront tout simplement ce qu'on leur dit sans réfléchir. Avec les outils d'IA, plus besoin de réfléchir non plus, de toute façon. Donc on va avoir des cerveaux qui vont sûrement se ramollir. C'est une aubaine pour contrôler les masses, j'ai l'impression. Donc que sait Palantir à propos de nous ? Comme je disais, probablement presque tout. Comment lutter contre ça ? C'est une bonne question. Alors pourquoi il faudrait lutter contre ça après tout ? Je sais pas. Peut-être que finalement les gentils américains sont là pour nous protéger et qu'ils n'ont que des bonnes intentions, ce qui est tout à fait possible. Mais disons, voilà, si on prend cette hypothèse, qu'est-ce que ça signifie au niveau français, comme vous le disiez. A priori, nous on a tous déjà vendu, donc ça c'est fait. On n'a plus rien, on n'a plus vraiment la recherche, je pense. On n'a plus les bonnes compétences. Une des preuves pour un peu illustrer ça, c'est que après les attentats de 2015 en France, on a fait appel au logiciel Palantir, qu'on a utilisé également, puisque a priori ça semblait le plus performant, le seul, l'unique. Et aux dernières nouvelles, en 2019, le contrat a été reconduit. Donc comme quoi, en Europe on n'a pas encore vraiment d'outils pour lutter contre ça. Mais disons qu'il faudrait qu'on arrive à mettre ça en place. On a manqué l'étape du cloud, on essaye de faire du cloud souverain, c'est très bien. Mais pour l'instant on ne voit pas vraiment d'avancée. Et puis on se rend compte que cet outil, ce logiciel peut faire une grosse différence sur les champs de bataille, sur cette guerre, on va dire, plus virtuelle, où ce sont des drones qui se bombardent, où c'est des logiciels qu'on essaie de se hacker. Bon, j'ai pas l'impression qu'on ait vraiment beaucoup de répondants au niveau européen et ne parlons pas de la France. Bon, donc comme on dit, on a les politiques qu'on mérite. Mais je pense qu'il faudrait vraiment arriver à se réveiller. Et à notre petit niveau, on a des actions qu'on peut mener à notre petite échelle, comme cette écologie, on va dire, où on doit appliquer nous-mêmes en allant recycler nos petites bouteilles vides. Mais je pense que à défaut, on va dire, pour l'instant, c'est ce qu'on peut essayer de faire. Même si je pense qu'il faudrait essayer d'aller plus loin, mais on en reparlera peut-être une prochaine fois. Alors pour conclure, je ne vais pas vous dire qu'il ne faut pas aller sur les réseaux sociaux et il ne faut pas utiliser des outils à base d'IA. Ce serait complètement stupide. Même si vérifier son screen time me semble ne pas être une mauvaise idée un peu pour réaliser ce qui se passe. Donc en tout cas voilà, c'est pas qu'il faut tout arrêter ni d'essayer de diminuer voilà, c'est pas ça je pense qu'il faut retenir. À mon avis, ce qu'il faut retenir, c'est que il faut essayer de se rappeler qu'on ne vit pas dans une simulation et qu'on ne vit pas dans cette machine qui s'appelle Internet. Donc je pense que le plus simple,
c'est de se rappeler que c'est la vraie vie, hein, qui se passe dehors, qui nous intéresse. Et comme je disais dans l'article précédent, le plus simple à mon avis, l'acte militant, c'est tout simplement peut-être d'aller marcher. Voilà. C'est ce que je fais généralement dans ce podcast. Pour plein de raisons, je trouve tellement que c'est une activité sous-cotée, mais voilà, ça libère l'esprit, ça ouvre de nouvelles perspectives, ça nous permet de régler, de trouver certaines solutions. Et puis surtout, ça montre que voilà, hein, on vit vraiment dans ce monde et on ne vit pas dans cette simulation qu'on voudrait nous vendre. En tout cas, ce serait la conclusion que je voudrais retenir. Essayer de ne pas me faire écraser quand même. Hein, donc là, je suis dans la vraie vie, je suis pas dans un jeu vidéo. Ce serait dommage. Donc voilà, hein, on n'est pas dans une simulation, on ne vit pas sur Internet. Allez marcher dehors, c'est mon acte militant. J'espère avoir parlé haut. C'était le haut-parleur.